Bonjour, bonsoir à tout le monde et merci de votre présence nombreuse. Vous avez bravé les éléments et merci à Monsieur le secrétaire perpétuel, mon cher Didier, qui est un spécialiste des questions dont on parle ce soir, de nous honorer de ta présence. Je vais vous parler de la tragédie grecque et d'un thème plus particulier, donc la place et le rôle des femmes dans la tragédie grecque. Je dis tout de suite, ce n'est pas un secret, je ne suis pas un philologue, je suis un juriste et un philosophe, mais je m'autorise de mon statut d'amateur, et dans le terme amateur, il y a le mot amour. Et effectivement, j'aime cette littérature, et c'est à ce titre que j'ose entreprendre de vous parler de ce sujet. J'ai fait distribuer une feuille reprenant les points principaux, 10 thèses que j'aborderai au cours de ce propos. Le titre annoncé, c'est « Résister, les femmes dans la tragédie grecque ». Le titre qui se trouve sur votre feuille, c'est « 10 thèses sur la tragédie grecque », mais rassurez-vous, c'est bien du même thème dont je vais parler. En juin 2025, je publiais chez Odile Jacob un ouvrage intitulé « Les femmes dans la cité et la tragédie grecque ». J'entendais montrer, au rebours de beaucoup d'idées reçues, combien les femmes étaient centrales dans la tragédie grecque et combien leur action pouvait, au moins dans certains cas, s'avérer efficace. Quelques mois ont passé et au bénéfice dont l'ouvrage a des discussions dont l'ouvrage a bénéficié, notamment de certains comptes rendus, je suis aujourd'hui en mesure de replacer ce thème dans une perspective un peu plus large, en formulant toujours autour de l'interrogation suscitée par les voix féminines 10 thèses relatives à la tragédie grecque. Ce que nous appelons tragédie grecque couvre une trentaine de pièces écrites et jouées dans la cité athénienne au cours d'une période somme toute assez courte, moins de 8 décennies, 80 années, entre moins 472, avant Jésus-Christ, qui est la date à laquelle la première des grandes tragédies connues, les Perses d'Échille, a été jouée à Athènes, et date un peu symbolique, moins 399, la mise à mort de Socrate par la même cité athénienne. Au cours de ces 8 décennies qui correspondent à peu près à ce qu'on appelle le siècle de Périclès, Athènes aura connu bien des vicissitudes. La constitution de son empire maritime et la domination par elle de la Ligue de Délos. Ensuite, les guerres du Péloponnèse qu'elle perdra face à sa grande rivale, la ville de Sparte. Le renfermissement de la démocratie, puis sa chute pendant quelques années, puis son retour avec une loi d'amnistie. Ce corpus d'une trentaine de pièces recouvre 7 pièces dues à Échille, 7 à Sophocle, 18 à Euripide. Et je précise tout de suite que cette trentaine de pièces ne constitue qu'une partie d'un corpus qui était plus important, mais qui, hélas, s'est perdu entre-temps. Je pourrais y revenir dans la discussion tout à l'heure, on pourrait aussi d'emblée insister sur les différences qui séparent Échille, Sophocle et Euripide. Je n'en parle pas ici, mais on pourrait y revenir. Première thèse. La tragédie est un chant choral et pas seulement un récit. Elle est un rituel et pas seulement un mythe. Cette première thèse est sans doute la plus surprenante pour ceux qui, comme moi, ont découvert les tragédies d'Échille, Sophocle et Euripide dans les classes terminales du collège, décortiquant leurs vers à l'aide de juxtas, ces traductions littéraires et littérales qui, mot par mot, nous donnaient progressivement accès à leur sens. Ces monuments étaient textuels, ces chefs-d'œuvre étaient prétexte à dissertation philosophique. Et voilà qu'on nous apprend que ces textes étaient en grande partie chantés,
que les chœurs dont nous survolions les interventions comme des digressions poétiques un peu ésotériques qui retardaient le cours de l'action, eh bien, ces chœurs en constituent sans doute, nous le savons aujourd'hui, l'ossature principale. Nous découvrions alors que ces tragédies n'étaient jouées qu'une seule fois, à l'occasion du rite des grandes Dionysies à Athènes, en vue d'assurer à leur auteur le premier prix du concours annuel de tragédie. En langue française, certains d'entre vous le savent certainement, c'est l'historienne helléniste Florence Dupont qui mène cette charge iconoclaste, sabre au clair, quitte parfois à se laisser emporter par la démonstration. Son but, totalement déconstruire la poétique d'Aristote, qui nous présentait cette tragédie grecque, et c'est bien à travers lui que nous l'avons pendant 2 millénaires lu et comprise, qui nous l'a présenté au fond comme un théâtre de lecteurs plus qu'une performance. Dans la poétique d'Aristote, la poésie prend la place de la musique, la lecture se substitue au spectacle, l'événement unique le cède au texte objet immuable. Pour Aristote, le dramaturge est pour lui un fabricant d'histoires racontées, donc c'est la mimésis d'une action, racontée dans un style noble, visant à susciter le divertissement cathartique par le soulagement des passions opposées, de la terreur et de la pitié. Vous aurez reconnu la définition canonique de la tragédie. Or, on découvrait que ces pièces étaient une manifestation parmi d'autres du culte de Dionysos. J'y reviendrai plusieurs fois au cours de cette causerie sur ce dieu Dionysos. Donc, une manifestation parmi d'autres du culte de Dionysos, leur point culminant, joué à l'occasion, je l'ai déjà dit, de ces grandes Dionysies qui rassemblaient au pied de l'acropole peuple athénien et étranger, dans ce qui était à la fois une célébration patriotique à la gloire de la cité et un rituel religieux. La pièce centrale du dispositif était le chœur, composé de dizaines, parfois de centaines de choreutes, dansant et chantant sur scène. Et l'instrument principal de ces performances était l'aulos, un instrument peut apparenter à la flûte, d'autres disent la clarinette, un instrument produisant une musique plutôt douloureuse aux accents de deuil qui accompagnait, ça aussi ça va évoluer, ce n'est pas sans rapport avec la thèse de fond que je vais défendre, qui accompagnait le traîne, c'est-à-dire le chant de deuil des pleureuses. Donc, un instrument associé à la tragédie, mais vous allez voir que c'est plus complexe que ça. Deuxième thèse. La tragédie est une performance politique et pas seulement un divertissement cathartique. Elle est une mise en scène du conflit et pas seulement une célébration de l'harmonie. Cette deuxième thèse est moins surprenante. Bien que Aristote la passe aussi totalement sous silence, Platon l'avait bien comprise, mais il la tenait en mauvaise part. Je reviens dans un instant sur ces 2 points. Plus tard, Hegel lira l'univers tragique comme, chez les Grecs, comme l'opposition frontale entre la cité politique et l'oikos, donc la demeure, le foyer privé. Et ce sera le mérite de l'école helléniste française du XXe siècle de conférer à cette lecture politique de la tragédie toute son ampleur. Dans un ouvrage entièrement consacré à cette question, Christian Meyer affirme, je le cite, « Au Ve siècle, il existait une connexion très étroite entre tragédie et politique. » Louis Gernet, le grand helléliste, précise « Ce sont les antinomies du droit qui donnent aux tragédies leur langage. » Même opinion encore sous la plume d'un autre grand helléniste, Jean-Pierre Vernant, je cite, « La matière véritable de la tragédie, écrit-il, est la pensée sociale propre à la cité et spécialement la pensée juridique en plein travail d'élaboration. » Sur la scène de ce théâtre, on peut dire que la cité athénienne se tend à elle-même un miroir et interroge ses certitudes.
Les tragédies sont politiques pour 3 raisons, au moins. La première, la plus évidente, tient à leur contexte. Comme je l'ai déjà relevé, leur performance prenait place au cours d'une célébration annuelle dont la vocation patriotique était évidente. À l'occasion de ces grandes Dionysies, les cités vassales venaient apporter leur tribut, l'impôt payé à la ville dominante d'Athènes, et il y avait une espèce de procession avec ce tribut qui était apporté. On faisait également défiler les orphelins des soldats morts pour la patrie à cette occasion. Et puis, il faut savoir aussi que ces tragédies, comme du reste les comédies qui étaient jouées aussi au cours des mêmes journées, étaient sponsorisées, étaient parrainées, comme on dirait aujourd'hui, par un corrège qui était véritablement le producteur et le financier de cette opération qui coûtait quelque chose, et c'était une responsabilité politique importante. Quand je vous aurais dit que les Perses, dont je parlais tout à l'heure, première tragédie connue d'Échille, avaient pour corrège, donc pour sponsor en chef, Périclès lui-même, je pense que je vous aurais convaincu de l'importance idéologique, politique, spirituelle de l'événement dans la cité d'Athènes. Par ailleurs, le contexte est politique aussi au sens où ces tragédies mobilisaient de nombreuses personnes du peuple entier dans les divers rôles qu'elles comptaient, les choreutes, les musiciens, les aètes, le public, les jurés. Les tragédies sont politiques pour une deuxième raison. Leur contenu même, on le verra tout de suite en rapport avec les questions féminines, leur contenu même est le plus souvent directement lié à la gouvernance de la cité et aux questions juridiques qu'il s'agit de trancher à un moment important où la cité fait l'expérience, qui est tout de même assez inédite, de la démocratie. Je note cependant un point essentiel. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces tragédies ne se limitent pas, bien au contraire, à reproduire l'idéologie officielle de la cité. Si elle se tend un miroir, il s'agit bien souvent d'un miroir brisé, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Pierre Vidal-Naquet. Ce sont ces paradoxes qu'elle interroge, ce sont ces interrogations qu'elle creuse, ces incertitudes qu'elle fait résonner. Loin de se complaire dans le confort d'un patriotisme convenu, les tragédies creusent le sillon du conflit, ce qui souligne indubitablement leur caractère, leur nature politique. Pour les philosophes parmi vous, je renverrai à des analyses de Nicole Laureau sur le lien de division qui montre que la cité démocratique tient par les conflits qu'elle est en mesure d'arbitrer, ce qu'elle appelle le lien de division. Et un philosophe contemporain, Paul Ricoeur, donne pour définition de la démocratie quel est ce régime qui ne cache pas les divisions qui la traversent, au contraire, qui les verbalise, qui les met en scène, leur donne une expression, mais trouve les moyens pacifiques pour les traiter et, si possible, les résoudre. Enfin, les tragédies athéniennes sont politiques dans un troisième sens, qui tient cette fois dans la portée et l'effet de cette participation citoyenne, les centaines de choreutes. Je vise ici la performance elle-même, l'énonciation, et pas le contenu de ce qui est dit, l'énoncé. Il ne s'agit plus alors seulement pour les choreutes, les acteurs, les musiciens, le public, les jurés, il ne s'agit plus seulement de s'observer dans le miroir brisé de la cité, mais réellement de s'éprouver soi-même en tant qu'acteur, acteur réel, citoyen, acteur d'une vie collective en devenir. Le jeune choreute athénien qui joue des rôles de femmes, c'était, comme vous savez, les hommes qui jouaient les rôles des femmes, mais aussi d'esclaves ou d'étrangers, eh bien, le jeune choreute ne fait pas que se déguiser, se travestir. En un sens essentiel, il fait l'expérience de l'affect démocratique, le plus essentiel, je veux dire, l'apprentissage de la capacité à se mettre à la place de l'autre. Loin de se limiter au divertissement ou même à la catharsis dont parlait Aristote, la performance tragique opère alors comme une paideia, une pédagogie,
une école de l'altérité où musiciens, choreutes et acteurs se féminisent, se barbarisent, se font esclaves. Platon, qui était athénien et qui connaissait le pouvoir mobilisateur de la musique, n'ignorait rien de cette portée politique des spectacles tragiques, mais il se montre sévère à l'égard de ce qu'il tient pour une agitation théâtrale qui, dit-il, invite chacun à se croire juge de tout, de sorte qu'Athènes serait devenue, selon lui, une mauvaise théatrocratie. Ainsi, poètes et dramaturges seront tenus, comme vous le savez, en lisière de la cité idéale qu'il décrit. Tantôt ils seront carrément bannis, tantôt ils seront soumis à la censure. Quelques années plus tard, son disciple Aristote, qui lui n'était pas athénien mais macédonien, qui travaillait à la cour d'Alexandre le Grand, et qui n'avait pas pris part à ces réjouissances, il poursuit ce travail de rejet du théâtre politique et on peut dire qu'il radicalise ce déni en le refoulant complètement cette dimension. J'ai déjà souligné que la poétique réduit l'effet des tragédies à la production du plaisir produit par la purgation des passions. De sorte qu'il peut écrire cette phrase tout de même assez étonnante que ramener à l'essentiel, la tragédie exprime sa puissance sans concours ni acteur. Donc on pourrait comprendre la tragédie en la retirant de son contexte, le concours tragique, et simplement en lisant son texte. Donc il gomme cette dimension d'énonciation dont je parlais tout à l'heure. Alors, c'est une belle question, on pourrait y revenir tout à l'heure. Pourquoi ce refoulement de la dimension politique chez Platon et Aristote? Florence Dupont donne une explication que je trouve réductrice, qui tient à la politique étrangère d'Alexandre le Grand. D'autres auteurs, comme Sophie Climis, par exemple, donnent une interprétation à laquelle j'adhère, qui tient tout simplement dans une concurrence professionnelle autour de la question de savoir qui est le mieux placé pour éduquer la cité. Alors, dans la pensée, l'imaginaire athénien, c'était évidemment les maîtres de l'épopée, Homère et Hésiode, qui tenaient ce rôle, et puis dans les siècles qui ont suivi, les aètes, les poètes, les rhapsodes vont poursuivre cette tradition, et au 5e siècle avant Jésus-Christ, précisément, les didaskoloi, les maîtres du chœur, c'était la manière dont on définissait les dramaturges, Échille, Sophocle et Euripide, qui non seulement écrivaient leurs pièces, mais les mettaient en scène eux-mêmes. Donc c'était vraiment les maîtres du chœur, au fond, prétendent occuper cette position insigne entre toutes d'éducateurs du peuple, notamment de la jeunesse athénienne. Et ça, évidemment, c'est une concurrence professionnelle insupportable aux yeux de Platon, d'où sa sévérité, d'où son rejet. Il le dit lui-même, quand j'emploie l'expression concurrence professionnelle, il l'écrit dans son traité des lois, « Nous sommes vos concurrents », disent les rois philosophes, les penseurs de la cité idéale, c'est ça qu'ils disent aux poètes et dramaturges, nous sommes vos concurrents, nous-mêmes auteurs d'un poème tragique, le plus beau et le plus excellent possible. Je me rapproche de mon sujet, j'y viens même tout à fait avec la troisième thèse, selon laquelle le statut et le rôle des femmes constituent l'objet et l'enjeu de la plupart des tragédies grecques. D'une certaine manière, ce fait, vous allez voir, crève les yeux, il est évident. Et pourtant, il n'a été thématisé que récemment. Je trouve en 1986, chez Georges Steiner, le grand helléniste Georges Steiner, la formulation prudente, mais parfaitement exacte de cette hypothèse. Il disait « Il n'est pas à exclure que les droits élémentaires de la féminité, voire la primauté du féminin dans certaines fonctions, situations, droits niés aux femmes dans la vie réelle de tous les jours, dans la législation, dans la politique platonicienne. Donc, il n'est pas à exclure que les droits élémentaires de la féminité aient été l'un des ressorts
de la tragédie grecque, une de ses licences extraterritoriales. De son côté, à la même époque, Pierre Vidal-Naquet écrit « La cité grecque n'est pas la seule civilisation à exclure les femmes de la vie politique, mais elle offre cette particularité très notable de dramatiser cette exclusion, d'en faire un des moteurs de l'action tragique. » Le mérite revient quelques décennies plus tard à Nicole Leroux dans toute son œuvre et particulièrement dans un ouvrage intitulé « La voix endeuillée ». Mérite de Nicole Leroux d'avoir attiré l'attention sur cet aspect central mais peu étudié. La place qu'occupent les femmes dans la tragédie est en effet tout à fait centrale. Qu'on en juge. 20 pièces sur les 32 dont je vous ai parlé, les 32 conservées, 20 ont pour titre le nom d'une femme, Antigone, Électre, Écupe, Andromaque, ou d'un collectif de femmes, les suppliantes, les bacchantes, par exemple. Quant à la matière de ces pièces, elles se nouent autour d'histoires qui concernent les femmes au premier chef. Toutes ces intrigues présentent d'importantes connotations juridiques. Ce sont des demandes d'asile, des revendications du droit d'enterrer ses proches, des devoirs de vengeance, des intrigues liées à des rivalités entre épouses légitimes et concubines, souvent d'ailleurs des captives étrangères. Ce sont des dénonciations du sort lamentable réservé aux femmes. Ce sont aussi, dans les 3 principales tragédies que je qualifie de vraiment politiques, les femmes qui occupent le rôle central. Je pense par exemple au passage de la vengeance privée à la justice publique grâce à l'intervention d'Athéna et du cœur des Érénies qui se transforment en bienveillantes Euménides dans les Euménides d'Échille. C'est une pièce essentielle puisqu'elle permet à l'imaginaire grec de penser le passage de la justice privée à la justice publique. Certains historiens du droit considèrent que ce passage-là, ne plus se faire justice à soi-même, est l'indice même du passage du pré-droit au droit. Autre exemple ultra connu, bien sûr, avec Antigone, le choc entre le droit positif de la cité et le droit de l'objection de conscience, le droit naturel, revendication portée par Antigone. Ou encore une pièce moins connue, mais sur laquelle j'ai beaucoup travaillé et sur laquelle j'insisterai dans la suite de ce propos, les Bacchantes d'Euripide, où ce sont les suivantes de Dionysos, les Ménades, qui vont rappeler au roi rationaliste de la cité, Panthée, dont le nom évoque le deuil, vont lui rappeler ce qu'il en coûte de négliger la dimension affective, non directement managériale de la direction de la cité. J'y reviendrai. Donc, présence massive des femmes dans la tragédie, mais ce fait contraste avec l'invisibilité politique de la femme dans la cité athénienne et sa situation de minorité civile prolongée tout au long de sa vie. Donc, il y a là un hiatus, une contradiction qu'il va nous falloir penser. J'aborde un instant ce sujet. Quel est le statut des femmes à Athènes au Ve siècle? Peu enviable, assurément. Passant sans transition de l'autorité du père à celle du mari, la femme ne dispose que de peu ou pas de droits civils. Par ailleurs, dans un monde où l'identité, la dignité et la liberté passent par la reconnaissance et l'exercice de la citoyenneté, les femmes sont exclues de la vie politique. Elles ne prennent pas la parole dans les assemblées, elles ne siègent pas dans les tribunaux, elles ne prennent pas part au vote, elles n'exercent aucune magistrature publique. Aristote commente en disant « Le commandement convient mieux au mâle qu'à la femelle, à moins, dit-il, que quelque chose n'arrive de contre-nature. » Et pourtant, le même Aristote est embarrassé, parce qu'il écrira aussi, je cite, « En ce qui concerne la faculté de délibérer, raisonner, discuter, l'esclave en est dépourvu, mais la femme le possède. » Les poètes tragiques et leurs héroïnes ne manqueront pas de dénoncer cette contradiction en paroles et en actes.
Ainsi, une observation plus attentive de la vie réelle quotidienne des femmes à Athènes fait apparaître les contradictions et embarras qui caractérisent l'imaginaire sous-jacent à ce statut tel qu'il est effectivement pratiqué. Ce sont précisément ces failles et contradictions révélatrices de doutes des Athéniens eux-mêmes que les tragiques vont exploiter. Par exemple, privée elle-même de citoyenneté, l'Athénienne est pourtant celle qui, avec le père, transmet la condition de citoyen. En vertu d'une loi de 451, il faut la double condition pour être citoyen athénien, être né de père et de mère athénien. Par ailleurs, autre embarras, contradiction, alors que son statut voue la femme à la fonction exclusive de maternité, la femme athénienne appartient à une cité qui semble priser, au moins dans l'imaginaire, semble priser plus l'autochtonie, être né du sol même, ou encore la génération par le père. C'est amplement développé dans la littérature, je ne l'aborde pas ici, je dis simplement que dans mon corpus tragique, je rencontre à plus d'une reprise des hommes qui nourrissent et développent ce fantasme d'une naissance des enfants sans le concours des femmes, ou alors la femme qui est seulement le vase qui permet à la semence du père de se développer, mais sans y apporter rien de personnel. Par exemple, Jason dans Médée s'exclame « Ah, si les mortels pouvaient procréer autrement sans qu'il y eût des femmes, ainsi tous les ennuis nous seraient épargnés. » Ainsi donc, ces premières considérations relatives à la place et au rôle des femmes dans la cité athénienne se révèlent doublement paradoxales. L'imaginaire relatif à leur statut est contradictoire, comme je viens de le montrer en quelques mots, et par ailleurs, autre paradoxe, invisibilisées dans la vie publique, les femmes s'avèrent omniprésentes sur la scène du théâtre de Dionysos. Quel est alors leur message ? Ça m'amène à la quatrième thèse, qui me conduit à dire que la parole des femmes tragiques et parfois leur action est le plus souvent critique, on s'en douterait, critique par rapport à l'idéologie officielle de la cité. Ces femmes expriment haut et fort leur désaccord et dans certains cas interviennent activement, parfois au péril de leur vie, pour s'opposer aux situations insupportables ou aux dangers qui menacent. On touche ainsi du doigt l'interrogation centrale que suscite le genre tragique. Pourquoi ? Pourquoi donc ? Un peuple composé d'Athéniens mâles, libres, cultivant la supériorité de leur identité par rapport aux autres cités, aux autres nations. Pourquoi ce peuple se livrait-il à intervalles réguliers, au moins une fois par an, à ces jeux critiques avec l'altérité ? Altérité représentée par les femmes, les esclaves, les captifs, les étrangers. Laissons résonner cette question qui constitue mon fil rouge. Un bémol cependant. Toutes les femmes représentées sur la scène tragique, et jouées par des hommes, je le rappelle, toutes les femmes n'endossent pas nécessairement cette posture dissonante. Certaines, au contraire, prennent entièrement en leur compte le discours officiel, patriarcal et guerrier. Ainsi, par exemple, Iphigénie, dans Iphigénie à Aulis d'Euripide. Vous savez, Iphigénie, la fille sacrifiée par son père Agamemnon en vue d'assurer le succès des armes grecques, de la flotte grecque qui s'apprête à prendre la mer pour l'expédition troyenne. Eh bien, elle accepte volontairement, elle endosse cette posture, elle déclare donner son corps à la Grèce et vouloir mourir d'une belle mort, l'idéal de la belle mort. Et plus intéressant encore, alors que sa mère Clytemnestre proteste et pleure évidemment, justement elle va lui dire il ne faut pas te couper les cheveux, il ne faut pas te revêtir de robe noire, pas porter mon deuil, c'est une mort glorieuse que j'affronte. Je faisais ce bémol en insistant sur la présence occasionnelle de ces femmes consentantes à l'idéologie officielle, pour montrer ce que vous savez évidemment, que la tragédie est un genre bien trop subtil pour se contenter de partages binaires, manichéens.
Et on verra ça ça fonctionne dans plusieurs sens, l'ambivalence. Il n'empêche, de façon majoritaire, les femmes tragiques sont des opposantes, des résistantes. Dans quel sens? Cinquième thèse, qui soutient que la déploration, souvent doublée de dénonciation, est le registre privilégié de ces héroïnes tragiques. C'est Nicole Leroux qui explore cette première réponse dans son livre « Mères en deuil » et aussi « La voix endeuillée ». Donc la résistance des femmes sous forme de lamentation endeuillée. Alors que l'ordre civil et patriarcal débattu à l'Assemblée cultive l'unité nationale en célébrant un narratif glorieux et mobilisateur qui masque les échecs et les conflits, les femmes de la tragédie entretiennent obstinément le souvenir des morts qu'aucune loi d'amnistie ne saurait faire oublier. Sous forme de lamentation, de supplication, d'imprécation vengeresse, elles subvertissent le discours officiel. Leur voix, relayée et amplifiée par les chœurs féminins, est une voix dissonante. Leur chant, sans lyre, détonne. Leurs vêtements de deuil font tache. Leur posture d'implorante dérange. À ce titre, elles représentent une anti-politique par rapport à la politique, au narratif officiel. Alors, l'ouvrage dont je vous ai parlé, mon livre documente un grand nombre de situations de ce genre. Donc, au début, j'ai travaillé en mettant mes pas dans ceux de Nicole Leroux pour trouver effectivement dans le corpus des 32 tragédies des exemples de cette position. Effectivement, dans 3 situations assez typiques, on retrouve cette voix endeuillée. Tantôt, il s'agit du lamento de deuil à propos de proches décédés, comme dans les Perses d'Échille, lamentation des mères perses, soit dit entre parenthèses, d'autant plus admirable qu'il s'agit pour Échille de susciter une empathie, une compassion à l'égard de l'adversaire. Les Perses sont les ennemis d'Athènes. Tantôt, il s'agit de plaintes de migrantes emmenées en captivité, toutes les femmes troyennes qui ont survécu à la guerre de Troie alors que leurs maris sont morts, les Écupes, les Andromaques, les Cassandres relèvent de ce registre. Et puis aussi, nous avons une troisième situation très typique dans le droit et la religion grecque, ce sont les femmes dans la posture de l'implorante qui se mettent à genoux devant une personne pour implorer telle ou telle chose, par exemple le droit d'enterrer des proches. Je n'ai pas le temps d'en parler ici, mais la supplication était une institution à la fois religieuse et juridique qui, dans une certaine mesure, créait des obligations à l'égard de celui qui était ainsi supplié. Tout ça est vrai, donc Nicole Leroux a raison, mais ce qui m'est apparu assez vite en travaillant dans cette voie, c'est que ces femmes endeuillées, asservies, maltraitées, ne se cantonnent pas dans une attitude doloriste, celle de la victime. Ainsi, par exemple, en va-t-il des Troyennes dont Euripide nous parle dans au moins 3 pièces, les Troyennes, Écube et Andromaque. Leur lamentation peut se lire plutôt comme une protestation politique pleine de dignité. Toutes ces femmes se relèvent, elles se mettent en marche, elles témoignent par leur silence de la mémoire de la cité disparue. Leur attitude est un plaidoyer muet, un appel à la condamnation universelle des exactions de leurs bourreaux. On pense aux folles de la place de Mai. Je ne joue pas ce jeu-là, mais vous voyez bien que l'actualité est pleine d'illustrations de ces situations. C'est pour ça que ces tragédies, évidemment, nous parlent encore et qu'un George Steiner a pu écrire un livre admirable intitulé « Les Antigones » où il montre que la posture de l'objection de conscience opposée à la raison d'État est une posture qui traverse les siècles. Alors, très moderne. Dans d'autres pièces, Euripide endosse un discours de dénonciation qui, par sa modernité, évoque irrésistiblement MeToo d'aujourd'hui. Je ne veux pas
C'était un succès facile, mais franchement, je vous invite à lire, par exemple, une pièce d'Euripide qui s'appelle Ion, où la princesse Créuse, qui très jeune a été séduite, comprenons violée. Je fais une petite parenthèse pour dire aussi, c'est très intéressant de travailler le plus possible sur le texte grec et alors de jouir du dégradé des traductions, depuis les traductions magnifiques de Jean-Paul Mazon, par exemple, très, très officielles, très euphémisantes. Créuse a été séduite, et puis des traductions plus actuelles qui disent les choses par leur nom. Alors cette Créuse, avec des accents de MeToo d'aujourd'hui, dit ceci: « Ah, que les femmes sont malheureuses! Où s'arrête l'audace des dieux ?» Écoutez cette phrase-ci. « À quel tribunal demander justice quand on meurt de l'inéquité de ceux qui vous dominent ?» C'est le fait d'expérience des avocats, des avocates qui traitent, c'est moins vrai aujourd'hui, c'était très vrai jusque récemment, donc des protestations d'abus sexuels, c'est le problème de qui me croit. J'ai été au commissariat, on m'a pas cru. Devant quel juge, où faire entendre ma plainte? La même Créuse continue en disant « Mon âme souffre, blessée par les hommes, blessée par les dieux. Je les accuse d'user des femmes et de les trahir, oublieux du plaisir qu'ils en ont eu. » Mais c'est dans la bouche de Médée, dans la pièce éponyme d'Euripide, qu'on trouve la dénonciation la plus sévère, la plus systématique du sort réservé aux femmes. Je cite quelques mots. « Devoir acheter un mari qui sera maître de notre corps, le déshonneur de s'en séparer, l'interdiction de le refuser, et enfin le danger de mettre au monde un enfant. » Alors ce sont les plaintes d'une héroïne tragique, passablement passionnée, on le verra, Médée. Alors en général, le cœur, quand il entend des choses pareilles, le cœur, il temporise. Le cœur représente le point de vue plutôt du bon sens, l'opinion moyenne, parfois l'opinion de l'auteur lui-même. En général, le cœur temporise. Eh bien, pas du tout. Dans ce contexte-ci, il en remet en quelque sorte, il faudrait citer tout le passage, j'en retiens une seule ligne, donc en suivant ce que dit Médée, la renommée va s'inverser, la race féminine va être honorée et l'infamie ne régnera plus sur les femmes. Donc le message est en quelque sorte amplifié à la puissance 10. Ces exemples interdisent de cantonner la posture critique des femmes tragiques dans le seul registre du traîne endeuillé. Il faut donc poursuivre l'enquête, ce qui me mène à ma 6e thèse. Je l'ai intitulée « De la dénonciation à l'action ». Certaines femmes tragiques passent à l'acte, parfois avec succès. On pense bien entendu à Antigone, qui, sans même attendre que le jour se soit levé, s'est levée à l'aube et, bravant l'interdit de son oncle Créon, qui est le roi de Thèbes, qui avait interdit que l'on assure une digne sépulture à Polynice, qui était tenu pour le traître à la patrie, qui avait pris les armes contre la cité de Thèbes, alors qu'au fond, il ne faisait que tenter de recouvrer son droit annuel, alternance du pouvoir, à revêtir la fonction royale à Thèbes, en alternance avec son frère Éthéocle, qui lui était installé sur le trône et n'entendait pas céder sa place. Donc ça, c'est le contexte que vous connaissez de la pièce Antigone. Créon, qui a dû, dans l'urgence, occuper la vacance du pouvoir, décrète qu'il y aura un bon et un mauvais. Le bon, c'est Éthéocle, auquel des funérailles nationales seront assurées, tandis que le mauvais sera Polynice, et quiconque lui assurerait une sépulture dans la religiosité grecque. Donc la sépulture est le passeport pour le droit de mourir, pour le droit d'un séjour dans les enfers, dans la déesse. Quiconque lui assurerait cette sépulture serait puni de mort. Antigone, n'écoutant que sa sororité, les liens du sang, passe à l'acte immédiatement. Elle ne demande pas d'autorisation et avant même que l'édit fût affiché aux portes de la ville, elle avait déjà performé, puisqu'elle avait déjà réussi à jeter quelques pelletées de sable sur le corps de son frère, lui assurant ainsi symboliquement le droit de mourir. Elle est celle qui donne la mort au sens symbolique. Il y en a des femmes qui donnent la vie, elles donnent l'accès à la mort.
tout en assénant à son oncle Créon une leçon de droit au cours des inoubliables dialogues agonistiques qui vont l'opposer au roi dans son petit procès, si vous voulez. Elle va lui dire que l'égalité est une valeur pour les Grecs, les deux frères doivent être traités avec égalité. Les morts ont droit, un droit coutumier grec, à la sépulture, et dans certains cas, les lois positives de l'État, les décrets parus au Moniteur, si vous voulez, doivent le céder devant les lois ancestrales non écrites. En droit moderne, on pourrait dire, les droits fondamentaux, les droits humains, l'emportent sur la réglementation étatique. Cette leçon est juridique, mais elle est éthique aussi bien, car Antigone dira aussi, c'est sans doute le plus beau vers du corpus, elle dira qu'elle est du côté de ceux qui aiment, sun philein, et non du côté de ceux qui haïssent. Autre exemple de performance active féminine. Une pièce peut-être moins connue, Les suppliantes d'Euripide, où Étra parviendra à convaincre son fils Thésée, qui est le bon roi, le roi imaginaire d'une Athènes idéalisée, de prendre la défense des femmes d'Argos, toujours pour une question d'enterrer des morts, enterrer leur mari, c'est un peu compliqué, qui avait pris les armes contre la ville de Thèbes. Donc c'est de nouveau un peu le même cas, des morts laissés sans sépulture. Et c'est de nouveau une femme, Étra, qui va prendre fait écho, se faire le porte-parole de cette troupe de suppliantes, en tentant de convaincre son fils Thésée. Alors c'est mal parti. Au début, Thésée représente assez bien les valeurs masculines et lui dit « Ne gémis pas sous les malheurs d'autrui ». Gémir et les malheurs d'autrui. Double attitude féminine que un roi ne doit pas endosser. Et pourtant, Étra va se montrer convaincante et à la fin, Thésée va réaliser ce souhait. Troisième exemple, pas très connu non plus, mais très intéressant. Dans les Phéniciennes d'Euripide, le personnage de Jocaste, qui est la femme d'Œdipe, comme vous savez, la mère, on retrouve toujours les mêmes personnages, mais dans des rôles et des situations un peu différentes, qui est la mère d'Éthéocle et de Polynice. On se trouve au moment où les deux frères vont se défier en duel et probablement s'entretuer. Enfin, pour une mère, c'est une situation évidemment impossible à accepter, mais pas seulement dans le registre domestique, aussi pour la guerre civile que ça peut entraîner. Et Jocaste décide de son propre chef, elle n'a pas un pouvoir particulier à Athènes, de tenter une médiation entre Éthéocle et Polynice, dans l'espoir, donc, elle obtient une trêve dans l'espoir d'une réconciliation entre les belligérants. Avec ses cheveux rasés et sa robe noire, Jocaste campe la femme endeuillée. Mais pourtant, sa détermination est virile. Voilà ce qu'elle dit. Et moi, Jocaste, pour ramener l'entente, j'ai décidé, mon cadet, à rencontrer l'aîné sur la foi d'une trêve. L'actualité nous montre bien la difficulté de faire se rencontrer les protagonistes. C'est ce qu'elle tente, au milieu de la fournaise. C'est une médiation en bonne et due forme qu'elle entend mener en vue de sauver la paix au bord du gouffre. Et, dans un premier temps, ça marche. Les deux fils acceptent cette médiation. Polynice dira par exemple « C'est ton office, ma mère, de résoudre ce différend ». Vous avez bien entendu, Polynice parle d'un office, d'une fonction, d'une mission, comme si Jocaste était accrédité ici, non pas dans le rôle maternel d'une maman qui tire les oreilles de deux garnements insupportables, mais dans un rôle éminemment politique de résolution d'un différend qui menace la guerre civile. Alors, on n'a pas le temps, c'est vraiment un travail de séminaire, il faudrait lire les textes et si possible, avec le texte grec en vue, on verrait qu'elle plaide to ison, l'égalité. Ici, l'égalité avec l'alternance du pouvoir. Oui, Théocle, tu as exercé le pouvoir pendant 1 an, mais il avait été convenu que 1 an plus tard, tu céderas le pouvoir à ton frère, c'est l'égalité.
Et cette égalité, elle va la décliner sur un ensemble de registres juridiques, moraux, et même, ça m'intéresse, cosmologiques, en disant qu'au fond, la nature est faite de ces alternances et de cette égalité sur le modèle de la succession du jour et de la nuit ou de la succession des saisons. Alors hélas, ça ne va pas marcher. Et finalement, l'issue est celle que vous connaissez, les deux frères vont s'entretuer, mais elle aura essayé. Donc ces trois femmes, Étra, Antigone et Jocaste, plongées au cœur de l'épreuve tragique, font entendre une voix originale qui tente de faire triompher la raison au bord du gouffre, latè, en grec la catastrophe qui menace. Elles incarnent une politique autre, confrontée à l'arrogance belliqueuse des puissants. Leurs interventions ne relèvent pas seulement des réactions domestiques, affectives, d'une sœur pour son frère, d'une mère pour ses fils, elles relèvent aussi d'une haute idée de ce qu'une cité doit être. Mais reconnaissons que la partie est délicate et rude est l'épreuve. La voix de la raison est faible quand se déchaînent les orages de la passion. Ce qui fait que dans certains cas, les femmes elles-mêmes sont prises de folie et leur résistance se fait alors terrifiante. Ça m'amène à ma 7e thèse, de la dénonciation à la déraison. Certaines femmes tragiques perdent toute mesure et deviennent terrifiantes. C'est un comportement qui ne relève plus seulement alors d'une politique autre, mais d'un autre de la politique, qui procède cette fois des forces obscures de l'inconscient. Ainsi, par exemple, Médée, dont le projet vengeur la conduira à sacrifier ses propres enfants et à faire justice aussi du roi, je vais raconter l'histoire dans un instant, du roi Créon, c'est un autre Créon que celui de tout à l'heure, et de sa fille. Ou alors ce sont les Danaïdes d'Échille, dans une pièce dont il ne nous reste que des fragments, qui étaient les suppliants tout à l'heure, et puis dans cette 3e pièce, on les force en quelque sorte au mariage, parce qu'au fond, ils ne voulaient pas consentir à une sorte de mariage forcé, incestueux avec leurs cousins, et 49 sur 50 d'entre elles mettent à mort leurs époux, ce qui évidemment n'est pas très bien, n'est pas vraiment un modèle pour la cité. Donc des femmes terrifiantes, également terrifiantes, sont les Bacchantes, dont je parlerai aussi, qui vont mettre en pièces le roi de la cité, Panthée, à la faveur d'un délire bachique, d'une férocité inouïe. Alors, quelques mots là-dessus, parce que je ne perds pas de vue la montre, un vieux réflexe d'enseignant, j'ai toujours la montre devant moi. Quelques mots d'abord sur Médée. Donc, vous savez que elle est à la cour et elle vit avec Jason après l'expédition des Argonautes. Et à un moment donné, Jason a décidé de se ranger, puisqu'un beau parti s'offre à lui, la princesse, fille du roi Créon, qui les héberge. Autrement dit, il obtiendrait une sorte de statut royal pour lui et ses enfants. Et il fait comprendre à Médée que leur aventure touche à son terme et que pour son bien et celui de ses enfants, elle devrait se ranger. Alors, on comprend la colère de Médée. On a beaucoup insisté sur sa jalousie de femme, sa passion personnelle qui va l'amener dans sa colère à tuer jusqu'à ses enfants eux-mêmes. On a moins parlé, et c'est mon propos de ce soir, de l'aspect politique de son refus. Ce refus va la conduire au régicide, puisqu'elle va tuer le roi qui les héberge. À l'aide de la ruse, des poisons et des filtres dont elle a le secret, elle va éliminer sa rivale, donc la princesse, et son père, le roi Créon, avant de porter le fer sur ses 2 fils. Donc je mets en lumière la portée politique de cette vengeance en relevant que la colère de Médée revêt la dimension d'une rébellion politique. Son insoumission vise l'ordre dynastique et pas seulement la domination patriarcale d'un mari
peu délicat pour dire le moins. En refusant l'arrangement que propose Créon, donc s'effacer pour lui donner à lui et à leur fils une condition royale, en refusant cet arrangement, et plus tard en tuant la princesse et son père, Médée se rend coupable de crimes à la fois généalogiques, elle prive Jason de descendance mâle, et de crimes dynastiques, puisqu'elle supprime les futurs enfants royaux et aussi la jeune femme qui aurait pu donner d'autres descendants à Jason. Mais c'est surtout les pièces collectives qui m'intéressent, donc de femmes dont le passage à l'acte terrifiant revêt une portée collective de mouvement social dès lors qu'elles sont nombreuses. J'aurais pu vous parler donc j'en ai dit un mot, des suppliantes d'Échille, donc qui vont mettre à mort leur mari par refus de la condition matrimoniale, en tout cas d'un mariage imposé. C'est plutôt des Bacchantes d'Euripide, qui est la dernière pièce jouée, d'ailleurs à titre posthume, Euripide était mort, la dernière pièce comme une sorte de chant du cygne, qui est aussi un retour très précis à l'origine de la tragédie. Donc, dernière pièce qui a été jouée de mon corpus. Ici, l'énergie féminine s'attaque à un ordre puritain et rationaliste incarné par le roi Panthée. Et l'objet de la question, c'est de savoir quelle doit être la place du culte de Dionysos, y compris de ces mystères plus ou moins sulfureux, mystères auxquels les femmes sont associées en priorité, quelle doit être la place de Dionysos dans la gouvernance de la cité. Plus précisément, une cité moderne, comme celle de Panthée, peut-elle se passer de la dimension non directement utilitariste, pragmatique, managériale, dimension que représente précisément Dionysos, qui revient dans sa ville natale de Thèbes et demande qu'un culte lui soit enfin dédié. Alors, il convainc la plupart des femmes, enfin celles qui sont là, il les emmène avec sa troupe de Ménades dans la montagne où, semble-t-il, elles vont se livrer à des mystères et des bacchanales, mais Panthée qui apprend ça, prend des mesures pour faire prisonnières les femmes qui sont restées. Ce serait folie, dit-il, de laisser les femmes nous traiter de la sorte. Il entreprend même de monter une milice pour aller rechercher les femmes dans la montagne et, cédant déjà lui-même à une sorte de folie, il dit qu'il va se livrer à une hécatombe de femmes vers 594. C'est le moment où entre en scène le vieux Tirésias, dont je n'ai pas encore parlé jusqu'ici et dont le personnage traverse tout le corpus. Tirésias, personnage très intéressant puisqu'il est aveugle, mais représente le sage, le prophète, celui qui anticipe ce qui va arriver et qui dit le vrai. Tirésias, notons-le bien au passage, qui a, au cours d'un épisode légendaire de sa vie mythologique, vécu quelque temps dans une condition de femme. Donc, il en sait quelque chose. On peut penser que son message est toujours plus sensible à cette dimension. Et précisément, voilà notre Tirésias qui sort de chez lui, accompagné du vieux roi Cadmos, qui est le père de Panthée, tous les deux, coup de théâtre, revêtus de la robe féminine des Bacchantes et s'apprêtant à rejoindre les femmes dans la montagne pour danser et chanter, rendre le culte aux dieux. Ils savent bien qu'ils sont un peu seuls dans la ville, mais peu importe, dira Tirésias, tous les autres déraisonnent. Dans cette tragédie, il y a toujours une réflexion sur la juste pensée, la raison, où est le vrai, quel est le bon parti à prendre. Euboulia, dusboulia, folie ou raison. Eh bien, peu importe, les autres ne font pas comme ça, mais nous savons que le juste parti est là. Évidemment, il rencontre le roi Panthée qui se moque d'eux, qui se raille de ce spectacle grotesque, dit-il, de ces deux vieillards menant la bacchanale. Et un débat se développe entre eux. Tirésias ne se laisse pas démonter.
il dira que la position politique de Panthée est dangereuse pour l'État. Donc cette problématique féminine dionysienne a des incidences directement dangereuses pour l'État. Alors je vous passe des péripéties, la pièce n'en manque pas, et à un moment donné, un message, enfin un personnage qui est en réalité Dionysos déguisé, parvient à susciter une sorte de curiosité malsaine chez Panthée. Tiens, Panthée, le rationaliste, le puritain, et il finit par le convaincre d'aller voir lui-même ce qui se passe dans la montagne. Et notre Panthée ne se fait pas prier. On voit bien que comme dans Mesure pour mesure de Shakespeare, le puritain est pris par la même, par ce dont il entendait se déprendre, et le voilà qui lui-même va se déguiser, quelle leçon, quel retournement, va se déguiser en bacchante, monter dans la montagne, et ce qui devait arriver arriva, il se fait dépecer par les bacchantes en folie, y compris, c'est la tragédie, on va jusqu'au bout, quelle horreur, par sa propre mère qui va exhiber sa tête, elle est prise de folie, elle ne reconnaît pas son fils. Voilà. La leçon est atroce, le passage à l'acte est terrifiant, mais quelque chose de la leçon est passé. Une cité bien ordonnée, disent Tirésias et le vieux roi Cadmos, doit réserver une place aux affects. Une gouvernance trop rationnelle succombe à cela même dont elle entend se garder. Ma 8e thèse sera très courte, et heureusement parce que l'heure avance. Je voulais simplement faire un pas de côté en direction de la comédie, parce qu'au même moment, au cours des mêmes journées des grandes Dionysies, quelle chance pour le public athénien, des comédies étaient jouées par le Molière de l'époque, Aristophane, et quelles comédies? Les Lysistrata, les Thesmophorius, les femmes à l'Assemblée. Leur titre, les femmes à l'Assemblée, vous indique déjà que, au fond, dans ces pièces, c'est une même interrogation que poursuit et que creuse Aristophane sur le mode parodique, sur le mode évidemment de l'ironie, parfois au second degré. C'est tout à fait passionnant de voir que dans ces comédies, on parle des tragédies qui avaient été jouées l'année d'avant. Donc tout ça était d'une actualité culturelle formidable. Et donc Aristophane pose au fond à sa manière les mêmes questions. Un seul exemple, et puis je passe à la 9e thèse, dans Lysistrata, alors même qu'Athènes est mal prise dans sa guerre de Péloponnèse qu'elle est en train de perdre contre Sparte, les femmes menées par Lysistrata décident que leurs maris ne feront plus la guerre et appliquent l'adage de la grève du lit. Ne faites plus l'amour pour que les hommes ne fassent plus la guerre. Voilà le message qui, hélas, n'a pas été entendu et va entraîner la défaite d'Athènes. 9e thèse. Au-delà des femmes réelles, le féminin, le genre féminin comme vecteur d'altérité. J'ai cru nécessaire d'ajouter ceci, en effet, car les développements précédents, centrés sur la force et l'originalité des femmes dans la tragédie grecque, ne devraient pas accréditer l'idée d'un clivage absolu entre les sexes, d'un partage fixe et radical du monde entre deux genres opposés. Les textes étudiés multiplient au contraire les indices d'ambivalence, d'échange, voire de permutation de position. C'est un monde en travail qu'elles donnent à voir, avec des identités en recherche, des postures qui se risquent, comme si la division passait au sein de chacun, homme et femme. Cette thèse a été fermement défendue par une autrice que j'ai découvert à l'occasion de ce travail, Froma Zeitlin, dans un ouvrage important. Au-delà des femmes fictionnellement réelles, les Jocastes, Électre, Médée, que nous avons rencontrées, c'est le féminin qui est à la manœuvre. Et ce féminin que le théâtre met en scène opère comme symbole et vecteur de l'autre. Un autre qui agit en chacun, homme et femme, et prend diverses formes, aussi celle de l'esclave, du dieu ou de l'animal. Au-delà donc des jeux de déguisement, d'imitation, de travestissement de rôle que les performances tragiques donnent à voir,
Au-delà du fait que les rôles féminins soient joués par des hommes, c'est un véritable travail expérimental de construction imaginaire des identités qui s'exerce sur la scène. Quid si on disait que se passerait-il si, et à la faveur de ces jeux de rôle, apparaissent notamment des hommes avec dont le côté féminin apparaît, et l'inverse. Fromm-Zeitling montre combien le théâtre est un dispositif particulièrement efficace pour machiner ces ambivalences. La représentation donne à voir les glissements, les failles, les mensonges, les non-dits, les plis de la vie réelle. Et l'auteur de noter, c'est elle qui le dit, les femmes plus complexes et plus changeantes que les hommes sont les véritables opératrices de cette mimésis. Jouées par des hommes, elles les engagent dans une expérience qui les amène à se découvrir eux-mêmes, se découvrir divisés, capables de sentiments, de compassion. Et à cet égard, vous l'avez bien vu, la pièce dont je viens de parler, Les Bacchantes de Repeat, représente un exemple absolument limite, paradigmatique. On y assiste sous la houlette de Dionysos, maître de la subversion sexuelle, à l'éducation tragique de Panthée. Le roi viriliste devra se mettre à l'école des femmes pour apprendre à ses dépens ce qu'il en coûte de prétendre bannir la part féminine du monde. Et enfin, je vais clôturer cet exposé avec la 10e thèse qui précisément opérera un retour à Dionysos, mais Dionysos qui ne nous a pas quittés tout au long des développements précédents. Le lien intime entre théâtre grec et Dionysos aurait pu constituer ma thèse de départ, tant elle est évidente. Les historiens nous apprennent que la tragédie trouve son origine dans le dithyrambe, chant associé au culte du dieu. L'étymologie même du terme tragédie, qui renvoie à Tragos, le bouc, rappelle aussi ce lien, puisque le bouc était lié, par le sacrifice notamment, au culte de Dionysos. J'ai parlé du fait que les pièces étaient jouées au cours des grandes Dionysies. J'ajoute encore que le théâtre tragique à Athènes, au flanc sud de l'acropole, est identifié à l'époque comme le théâtre de Dionysos, et en son cœur même, un autel lui est réservé. Donc, il est vraiment le centre de gravité de la performance tragique. Gravité, ce qui attire à soi, ce qui fait tourner autour de soi. C'est vraiment le centre de gravité. Alors me direz-vous, qui est ce dieu, demi-dieu d'ailleurs, énigmatique Dionysos? Quel est son lien avec la condition féminine? On pourrait dire beaucoup de choses. On ne se trompe pas en rappelant qu'il est insaisissable, multiple, irréductible à une identité fixe, réfractaire aux ordres, à l'ordre. Il est celui qui dérange, qui déconcerte, celui par lequel l'inattendu arrive. Il brouille les frontières, notamment les frontières de l'illusoire et du réel, du naturel et du surnaturel, du sauvage et du civilisé. Sous tous ces aspects, dans la culture grecque, Dionysos est la figure de l'autre. Il en opère une forme d'altération ou d'acculturation, dont son théâtre, le théâtre tragique, est un des principaux opérateurs. L'expérience à laquelle il invite, sur le mode de l'ivresse, de la danse et des transes, est une sortie hors du monde commun, une expérience extatique qui implique à la fois rupture avec le quotidien et reliaison avec un monde autre, oublié, en périphérie. Il reste bien entendu, nous sommes chez les Grecs, que cette altération sauvage doit être, ce terrible dainon doit être civilisé, donc rapatrié dans la cité, domestiqué, dans la domus policée, dans la police. Il faut lui donner des formes acceptables, raisonnables et belles. Et vous aurez reconnu la grande thèse de Nietzsche qui, au XIXe siècle, fait une lecture de la tragédie montrant combien cette force du dionysiaque trouve dans la belle forme apollinienne
son expression recevable, audible. On comprend alors que un des messages principaux des poètes tragiques est que s'il est nécessaire que la cité maîtrise le désordre, il importe cependant aussi, c'est l'autre face dionysienne, que l'ordre ainsi promu demeure inachevé, imparfait, sous peine de se pétrifier, de se muer en son contraire. Alors, je termine vraiment par là, c'est une découverte récente. Il faudrait lire et relire, travailler les études d'une helléniste que je ne connaissais pas, franco-brésilienne, Clara Acker, qui, dans plusieurs livres, a creusé cette voie en montrant tout ce que la tragédie devait à Dionysos et à travers lui, donc à la voix féminine. L'auteur suggère que c'est dans la transe pratiquée par les femmes dans le culte du Dieu qu'on a accès le mieux à ces mystères, comme dans la ville de Panthée, des mystères qui ouvrent la voie à une éthique et une vision du monde marquée du signe féminin, une éthique inspirée du culte de la vie pacifique en harmonie avec la nature. Par la transe initiatique, les jeunes femmes feraient l'expérience d'une fusion corporelle avec le Dieu. Devenant en quelque sorte enceintes de lui, elles prennent conscience de leur place privilégiée dans le cosmos en tant que dispensatrices de la vie. Et Clara Acker montre aussi combien ce discours insistait en bordure, en marge de la cité athénienne, notamment de la cité philosophique, où nous retrouvons nos philosophes. Platon, qui va se défier évidemment de cette danse bachique et de ce savoir peut-être sulfureux, en tout cas alternatif, qu'il contient. Mais c'est aussi Platon qui écrit le banquet, qui nous met en scène un formidable dialogue sur l'amour. Soit dit entre parenthèses, les circonstances du banquet de Platon, c'était une réjouissance suite au fait qu'un de leurs amis, Antiphon, venait de gagner le concours tragique. Donc, vous voyez la cohérence de cet univers. On discute sur ce qu'il en est de l'amour et Socrate prend la parole en disant tout ce qu'il doit à l'enseignement initiatique d'une femme, Diothème de Mantinée, qui est présentée comme une prêtresse de Dionysos, donc une bacchante. Et en effet, dans un très beau discours, Socrate prend à son compte ce que lui a appris Diothème de Mantinée, donc une conception de l'amour au féminin, non axée sur la possession, mais sur le désir et la donation, dont la procréation, la fécondité et l'enfantement sont le modèle, un modèle qu'il s'agirait d'élargir au règne du vivant tout entier. Donc c'est l'objet d'une autre conférence, d'autres recherches, la place du dionysiaque par Socrate interposé dans la philosophie grecque, son rejet par Platon qui en connaissait un bout mais qui s'en méfiait. Voilà. Je termine en disant que Clara Acker propose une relecture des tragédies en suivant ce fil-là, le fil de Dionysos et des bacchantes. Pour moi, c'est un travail que je n'ai pas fait, bien que j'ai le sentiment qu'à bien des moments, je le frôlais. Je l'ai peut-être fait dans un chapitre, le chapitre final du livre consacré à Antigone, celle dont on s'attendrait le moins. Antigone est tout de même une héroïne sérieuse, vertueuse, tout entière hantée par son devoir, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, et elle sera notamment décrite comme bacchante des morts. Il faut parfois savoir lire le texte et être attentif à ce qui peut passer très vite, bacchante des morts. Et puis surtout, ce qui étonne dans l'Antigone de Sophocle, c'est les chants du cœur, il y en a 5 essentiels, qui semblent parfois détonner par rapport à l'action, notamment lorsque le 3e chant parle d'éros, l'amour, et iméros, le désir, comme étant la loi la plus forte de tout.
alors qu'on est en train de débattre sur la primauté du droit positif ou du droit naturel, eh bien, le cœur vient dire, mais vous savez, il y a une loi qui est encore plus forte que tout, qui gouverne les hommes comme les dieux, c'est la loi de l'amour. Et puis, le quatrième Stasimon du chant du cœur reflète une histoire que, de nouveau, on pourrait croire ésotérique, mais qui est en fait une histoire parallèle à celle que je vous ai racontée de Pintée. Avec Lycurgue, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est la même histoire, c'est ce qu'il en coûte d'ignorer la dimension dionysiaque de la vie et de la cité. Et finalement, le cinquième Stasimon est une ode entièrement dédiée à Dionysos. Que vient faire Dionysos dans cette histoire tragique? Eh bien, lui, le grand guérisseur, alors que la ville est en proie à un mal cruel, pourrait apporter la guérison. 2 paragraphes de conclusion. Je vous remercie déjà de votre attention soutenue au cours de cette conférence, sans doute trop dense et trop rapide. Quelques mots de conclusion. Aristote écrit au chapitre 9 de sa Poétique que, à la différence de l'historien qui parle de ce qui est arrivé, le poète évoque ce qui pourrait arriver. Autrement dit, son domaine est celui du possible. Il ouvre des horizons, il élargit les esprits. Donnant voix aux femmes, parfois implorantes, parfois résistantes avec succès, parfois terrifiantes, à tant d'autres encore, les poètes tragiques ont laissé entendre quelque chose d'une vision autre de la cité. Par elles, ils font entrevoir une cité plus ouverte, plus solidaire, plus tolérante. Et si la guerre civile pouvait être évitée, si l'on suivait la courageuse médiation de Jocaste, et si l'on se gardait des folies guerrières que dénoncent les femmes perses, et si l'on s'enquérait du consentement des femmes à leur mariage, comme l'exigent les suppliantes d'Échille, et si l'on traitait les morts avec respect, même les ennemis et les traîtres, comme le réclament Antigone et les suppliantes d'Euripide. Je fais une petite parenthèse. Vous avez vu comme moi, il y a quelques jours, dans les tragiques images venant de Téhéran, la surcharge des morgues. Et on apprenait à ce moment-là que les autorités iraniennes avaient défendu, au moins au début, des cérémonies d'enterrement. Donc l'histoire d'Antigone se répète à chaque génération. Et si on modérait les excès de la vengeance et les débordements des vainqueurs dont s'indignent Écube, Andromaque et Cassandre, et si l'on accordait l'asile à ceux qui rejettent leur cité, comme l'implore Antigone pour son père dans Oedipe à Colonne. Et si l'on accordait plus de considération aux femmes, comme le demandent Médée, Créus et tant d'autres. Et si l'on faisait une place aux affects dans la gouvernance de la cité, comme le réclament les bacchantes d'Euripide. Ces fictions, les possibles dont parle Aristote, ont-elles entraîné des changements de mentalité et des évolutions concrètes de la gouvernance de la cité? Pour y répondre, il faudrait poursuivre les recherches et relire les historiens, Thucydide notamment, pour répondre à cette question. Alors, les choses ont évolué, puis Athènes et pas Sparte, enfin, donc c'est une question complexe. En tout cas, et c'est ma phrase finale, une certitude, les poètes ébranlent l'imaginaire collectif. Leurs questions sont entendues et font débat. Et une chose ne fait en tout cas pas de doute, les questions que posent Échille, Sophocle et Euripide sont encore les nôtres aujourd'hui. Je vous remercie.